Ça fait environ 10 épisodes qu'on parle de l'importance de la morale des IA. On a vu qu'une IA bien conçue pouvait entre autres combattre la discrimination, sauver des vies, réduire notre impact environnemental et lutter contre les risques de catastrophes majeures. Mais on a aussi vu qu'une IA sans valeur morale allait très probablement empirer les filter bubbles sur internet, promouvoir le putaclic et l'indignation, augmenter notre addiction au numérique, voire combattre pour sa propre survie et acquérir toutes les ressources disponibles. Bref, l'IA est en train de prendre de plus en plus de place dans nos sociétés, elle acquiert ainsi de grands pouvoirs, et de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et du coup, il est intéressant de se demander quelle est la morale des IA d'aujourd'hui, ou plutôt, qu'est-ce qui motive les IA à faire ce qu'elles font? Eh bien, il se trouve que la quasi-totalité des IA d'aujourd'hui repose sur un même principe. Ces IA cherchent à maximiser un score, ou de façon équivalente, à minimiser des sortes de pertes. C'est quelque chose dont on a déjà parlé dans l'épisode 9 sur la régression linéaire. Une régression linéaire, ça consiste à déterminer un modèle qui minimise l'écart entre les prédictions du modèle et les observations, et même plus précisément la somme des carrés des écarts entre la théorie et les données. Il s'agit là d'un principe très général. L'ACP de l'épisode 20 détermine l'hyperplan qui minimise les écarts entre un nuage de points et un hyperplan. L'IA de Netflix maximise la probabilité que vous cliquez sur ses suggestions et l'IA de YouTube maximise le temps que vous passerez à binge-watcher des vidéos sur YouTube. Et de façon très générale, les IA fonctionnent souvent avec un principe de carotte et de bâton. Les programmeurs leur donnent des carottes quand elles font ce que les programmeurs veulent qu'elles fassent et des coups de bâton quand elles font ce que les programmeurs ne veulent pas qu'elles fassent. Les IA sont alors programmées pour maximiser les carottes et minimiser les coups de bâton. Et si vous y voyez une analogie avec les humains, bah oui. En fait, historiquement, le formalisme des carottes et des bâtons, que l'on appelle aussi l'apprentissage par renforcement, c'est quelque chose d'inspiré de la biologie comportementale que l'on associe souvent à des chercheurs comme Pavlov ou Skinner. En particulier, Skinner s'est amusé à récompenser des pigeons avec non pas des carottes mais des graines à chaque fois que les pigeons faisaient l'action suggérée par un mot écrit. Les pigeons apprirent ainsi à associer certains mots avec certaines actions afin de recevoir leurs carottes. Et là, on parle de pigeons, mais ce genre d'apprentissage par renforcement est présent chez l'homme aujourd'hui. Typiquement, à l'école, on nous engueule quand on fait des fautes d'orthographe et on nous donne des bonnes notes quand on pense à appliquer le théorème de Pythagore au triangle rectangle. Et ce genre d'apprentissage a lieu bien au-delà du cadre de l'école. On la retrouve aussi dans la loi ou dans la religion. Surtout dans la religion d'ailleurs. La punition et la récompense que Dieu réserve est infiniment plus motivante qu'aucune de celles qui peut appuyer la loi. Si Dieu veut te punir, ce sera une éternité de souffrance. Et si Dieu veut te récompenser, ce sera une éternité de bonheur. Donc l'enjeu est immense, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Dieu tient une énorme carotte et un énorme bâton. C'est un truc sexuel là. La loi en comparaison, elle a un tout petit bâton et pas vraiment de carotte. Et alors, on pourrait croire que ce genre d'apprentissage un petit peu bateau est limité. Mais l'espoir d'une carotte ou la peur d'un bâton peuvent soulever des montagnes, ou en tout cas conduire à une intelligence stratégique stupéfiante. Par exemple, en 2015, l'IA de DeepMind a atteint des performances de niveau humain au jeu d'arcade d'Atari en exploitant uniquement les couleurs des pixels à l'écran et en ayant pour carotte le score du jeu. L'objectif de maximiser les carottes a suffi à motiver cette IA pour concevoir en elle un modèle du jeu et une recherche de stratégies sophistiquées. Et ça, bien sûr, c'est en 2015. Aujourd'hui, les IA par renforcement sont capables de prouesses toujours plus sophistiquées en atteignant des niveaux humains ou surhumains à des jeux comme StarCraft, Dota 2 ou Capture the Flag. Et d'ailleurs, la performance de 2018 à Capture the Flag est particulièrement impressionnante parce que Capture the Flag est un jeu collaboratif qui exige de l'IA qu'elle comprenne ce que ses coéquipiers, humains ou IA, ont l'intention de faire. L'autre exemple bien connu est celui du jeu de Go, avec notamment la défaite de Lisidol contre AlphaGo en 2016. Le cas du Go est d'ailleurs particulièrement intéressant parce que la carotte est relativement abstraite. Oui, parce que dans ce cas, la carotte est la victoire en fin de partie et le bâton la défaite. Mais cette carotte et ce bâton n'interviennent qu'en fin de partie, or une partie de Go est souvent très longue. L'astuce d'AlphaGo fut alors de s'armer d'une estimation de la probabilité d'avoir la carotte en fin de partie, et c'est cette probabilité de carotte qu'AlphaGo maximise au cours de la partie. On parle aussi de fonction d'évaluation et je vous renvoie vers la vidéo de David sur Science Étonnante pour en savoir plus. Alors, il y a quelques détails techniques additionnels que je passe sous silence, mais en gros, cette fonction d'évaluation correspond plus ou moins à une fonction que l'on appelle la fonction Q. Oui, ça s'appelle la fonction Q, c'est pas moi qui ai choisi. La fonction Q dit à l'IA, pour chaque état du jeu et pour chaque action entreprise, quelle est la quantité de carottes futures qu'on peut espérer. Une fois Q connue, il suffira ensuite de choisir à tout instant l'action qui maximise la fonction Q étant donné l'état du jeu.
Bon, il y a encore des histoires importantes de facteurs d'escompte des carottes du futur et de dilemmes exploration versus exploitation sur lesquels il faudrait disserter, mais je vais me contenter de texte à l'écran et je vais passer tout ça sous silence à l'oral. Résoudre le problème d'apprentissage correspond dès lors à bien estimer la fonction Q. On parle d'apprentissage de la fonction Q ou de Q-learning. Et on cherche souvent à estimer cette fonction Q à l'aide de nombreux outils plus classiques comme l'apprentissage supervisé à partir d'exemples et les fameux réseaux de neurones profonds ou deep learning. Mais oublions ces détails de l'estimation de la fonction Q pour aujourd'hui. De nos jours, il semble que le paradigme du Q-learning soit le paradigme le plus puissant pour concevoir des IA dans des systèmes d'interaction complexes. Et tout le principe du Q-learning, c'est tout bêtement d'estimer les probables futures carottes et coups de bâton quand, dans un état donné, on choisit d'entreprendre telle ou telle action. Bref, les carottes et les bâtons, ce sont en fait des outils redoutablement puissants pour motiver les IA à longuement réfléchir, pour mieux comprendre le monde qui les entoure et à prendre des décisions qui amèneront très probablement à des conséquences qui sont celles que les programmeurs souhaitent. Si bien que cette approche semble aussi être le fondement des IA les plus puissantes du futur. En tout cas, il semble que ce soit essentiellement ainsi que fonctionne l'IA de YouTube. Cette IA possède un score qui est le temps que les utilisateurs passent à regarder des vidéos pendant, disons, un mois donné. Et pour maximiser ces carottes, l'IA de YouTube va chercher à optimiser les suggestions de vidéos pour que les utilisateurs cliquent, restent et reviennent aussi longtemps que possible sur YouTube. Mais alors, ce comportement de l'IA de YouTube, il est tout à fait légal. Et on a même tendance à dire qu'il est parfaitement innocent. Cependant, même si j'en ai déjà parlé dans l'épisode 29, j'aimerais insister encore une fois sur les conséquences potentiellement désastreuses de ce comportement de l'IA de YouTube. Parce qu'à bien y réfléchir, même si ça serait exagéré de dire que l'IA de YouTube en serait responsable, on peut néanmoins constater que YouTube a favorisé la prolifération et le partage d'idées très dangereuses. Par exemple, de nombreuses vidéos se positionnant fermement contre les vaccins ont été rendues virales par YouTube. YouTube a donc été un catalyseur du mouvement anti-vax. Alors, ça ne veut pas dire que les vidéos anti-vax sont majoritaires, cependant, à cause de la personnalisation des contenus suggérés aux utilisateurs, on a des phénomènes de filter bubbles qui apparaissent, et de la même manière que mes suggestions contiennent beaucoup de vidéos de maths, les suggestions des anti-vax ont probablement beaucoup de vidéos anti-vax. Et ça pose problème parce que les sciences sont assez univoques. Ne pas vacciner votre enfant, c'est l'exposer à de nombreuses maladies mortelles, et des maladies horribles qui plus est. Faciliter la prolifération des contenus anti-vax dans certaines communautés peut donc être vu comme un acte criminel ou du moins un acte qui a conduit à des conséquences très tragiques. D'une certaine manière, l'IA de YouTube a partiellement causé la mort de jeunes enfants. Et alors, je prends là l'exemple des vaccins, mais les idées dangereuses qui se propagent à travers YouTube sont en fait très nombreuses. Par exemple, suggérer aux utilisateurs des vidéos de 4x4 promeut la consommation d'engins très polluants, ce qui pose tous les problèmes que l'on connaît. De même, recommander à des utilisateurs des vidéos extrêmement sexistes revient à normaliser les inégalités de genre dans nos sociétés auprès de certains individus. Et notez bien que dans tous ces cas, l'IA de YouTube n'a pas de mauvaises intentions. En agissant ainsi, elle rend les utilisateurs plus fidèles à YouTube, ce qui augmente le watch time et fait donc gagner tout plein de carottes à l'IA de YouTube. Cette IA fait uniquement ce qu'il faut faire pour maximiser les récompenses qu'on lui a promises. D'une certaine manière, on peut dire que la seule morale de l'IA de YouTube, c'est de maximiser le watch time. Et ça, c'est moralement discutable et ça a des conséquences potentiellement tragiques. Et ça, surtout malheureusement, c'est la morale de la quasi-totalité des IA d'aujourd'hui. On les motive à coups de carottes et de bâtons. Ces carottes et ces bâtons ne sont pas liés à des valeurs morales humaines. Mais du coup, pour maximiser leurs carottes et minimiser leurs coups de bâton, ces IA risquent fort d'entreprendre des actions qui ont pour dommages collatéraux des phénomènes que nous autres humains jugeons quasi unanimement moralement indésirables. La dernière fois, on a parlé de catastrophes planétaires et du rôle que pouvait jouer une IA pour essayer d'empêcher ces risques planétaires. Et Isler nous demande si des nanomachines tueuses est un scénario plausible. Et j'ai envie de dire que c'est extrêmement difficile de dire que c'est une probabilité zéro d'arriver. Encore une fois, quand on raisonne par rapport à tous ces scénarios du futur, la question n'est pas de savoir si un scénario donné va arriver. La question c'est est-ce qu'il est probable qu'il arrive. Et sachant tous les scénarios possibles de fin du monde, il faut à peu près ajouter toutes ces différentes probabilités pour se rendre compte que, voilà, lorsqu'on cumule tous ces scénarios possibles, il y a quand même une probabilité qui me semble non négligeable qu'il y ait une catastrophe planétaire d'ici la fin du siècle. Et en particulier sur une nanomachine tueuse dont parle Isler, en effet ça peut être assez dangereux, notamment pas nécessairement parce que leur but est de tuer. Ce qui me paraît
peut-être même plus probable que des nanomachines tueuses, parce que bon, pour tuer, on a déjà les drones tueurs, qui seront sans doute plus faciles à mettre en place, surtout sur les imprimantes 3D, qu'on arrive à avoir des modèles. Bon, bref, je vais passer sur la partie robot tueur, mais si je parle juste d'un point de vue accidentel, ce qui pourrait arriver, c'est qu'on conçoive des nanomachines qui sont des réplicateurs de von Neumann. Donc les réplicateurs de von Neumann, ce sont des structures qui sont capables de trouver des objets autour d'elles à partir de cette matière première, et qui sont capables de se répliquer. Et ça correspond à un modèle assez simple qu'on prévoit d'ailleurs pour l'exploration spatiale et dont j'ai déjà parlé dans l'épisode 27 lorsque j'ai joué au jeu des trombones. Aujourd'hui, on sait déjà qu'il y a des molécules qui ont à peu près cette propriété, notamment les prions, qui sont des protéines qui ont une structure spatiale qui n'est pas la structure spatiale qu'on aimerait qu'elles aient, et qui peuvent poser qui peuvent être mortelles tout simplement. Je vous renvoie vers la vidéo de Science Étonnante sur les prions notamment pour en savoir plus. Et ça me paraît assez difficile d'exclure la possibilité qu'il y ait plein d'autres molécules qui ont cette faculté à se répliquer assez facilement avec peu de matériel. Notamment, c'est possible que concevoir la première de ces molécules soit une étape difficile, c'est pour ça que l'évolution n'a pas su créer la première étape de ces molécules, mais c'est possible que, avec des techniques d'ingénierie, on arrive à créer cette première molécule, et si cette molécule nous échappe, elle pourra se répliquer, et un truc qui s'auto-réplique comme ça, si son taux de réplication est plus rapide que son taux de mortalité d'une certaine manière, si elle croît plus vite qu'elle ne meurt, on aura une croissance exponentielle qui pourrait être potentiellement très rapide du nombre de ces nanomachines, ou plutôt de ces molécules longues, ou enfin disons nanomachines. Et là c'est quelque chose qui serait potentiellement extrêmement dangereux, puisque une croissance exponentielle, ça atteint très rapidement les limites physiques. Un truc comme ça qui se réplique très facilement partout sur Terre, c'est un truc qui ferait vraiment, qui serait vraiment un risque existentiel et qui pourrait complètement anéantir énormément de choses, et qui pourrait être également très difficile à combattre. C'est pour ça que le risque globalement des nanotechnologies est un risque qui me semble devoir être pris au sérieux. Alors je ne suis pas du tout expert, donc je ne sais pas du tout quelle est la probabilité d'avoir de tels événements, mais il me semble que l'état de la connaissance actuelle en nanotechnologie est suffisamment limité pour qu'on ait du mal à exclure complètement ce genre de possibilités. Et ça m'amène à un raisonnement fait par Nick Bostrom dans son livre Super Intelligence, où il parle de ces risques de nanotechnologie. Et il se pose la question, sachant qu'il y a des risques existentiels, et bon, il y a aussi l'intelligence artificielle qui a ses propres risques existentiels. Encore une fois, je vous renvoie des épisodes, notamment 26 et 28, pour parler pour voir déjà ce que j'ai dit sur les risques existentiels que peuvent causer une IA de niveau humain. Et le truc aujourd'hui, c'est que c'est très difficile de freiner le progrès. Il y a tellement d'intérêts économiques en jeu que c'est assez difficile d'imaginer qu'il n'y aura pas énormément de recherche pour la création d'une IA de niveau humain. Enfin, en ce moment, il y a énormément de recherches qui vont plus ou moins dans cette direction. Et du coup, c'est un risque qui est très difficile à exclure, le risque de l'intelligence artificielle de niveau humain. Le risque des nanotechnologies également est très difficile à exclure, mais du coup il y a une question de timing. Si les nanotechnologies apparaissent avant l'intelligence artificielle de niveau humain, alors on aura d'abord le risque existentiel des nanotechnologies qui deviennent des réplicateurs de von Neumann ou des trucs vraiment très dangereux. Et ensuite, le risque de l'intelligence artificielle. Donc, pour pouvoir survivre au XXIe siècle, il va falloir survivre à la somme de ces deux risques. Donc, la probabilité de survivre va être diminuée de la somme des probabilités des deux événements. Maintenant, si on arrive à faire l'inverse, c'est-à-dire si on arrive à faire d'abord l'intelligence artificielle de niveau humain et ensuite les nanotechnologies arriveraient après, à ce moment-là, on pourra utiliser l'intelligence artificielle de niveau humain pour mieux contrôler les risques, et sans doute que l'intelligence artificielle de niveau humain pourrait même essentiellement anéantir les risques de nanotechnologie, parce qu'elle comprendra ça beaucoup mieux que nous, surtout si elle atteint un niveau surhumain. Et du coup, la probabilité de survivre au XXIe siècle ne serait que finalement la probabilité de survivre à l'intelligence artificielle de niveau humain. Donc ça, c'est un argument de Bostrom pour dire que en fait, c'est super important que l'intelligence artificielle de niveau humain apparaisse avant les autres risques existentiels potentiellement catastrophiques, comme les nanotechnologies, les biotechnologies et disons les drones tueurs. Ce petit raisonnement de Bostrom, il conduit à la conclusion qu'en fait il faut accélérer autant que possible la recherche en intelligence artificielle, même si l'intelligence artificielle de niveau humain notamment pose un risque existentiel. C'est une conclusion assez contre-intuitive, mais que je trouve assez convaincante finalement. Je pense que c'est assez important de développer la recherche en IA,
même si le problème de la morale des IA me semble encore, encore à l'âge de pierre par rapport à ça. Du coup, vraiment, l'une des priorités vraiment aujourd'hui, c'est vraiment travailler sur la recherche, sur la morale des IA, je pense aujourd'hui, et je pense qu'il n'y a vraiment pas encore assez de gens qui s'intéressent à ce problème et surtout qui parlent sérieusement de ce problème ou qui prennent au sérieux ce problème et qui ne le moquent pas. Et en particulier, il y a beaucoup trop de chercheurs en intelligence artificielle qui prennent plaisir à se moquer des gens qui travaillent sur les problèmes de risques causés par une intelligence artificielle. Enfin, Dominique Handelsman pose la question par rapport à l'IA capable de prédire le chaos. Donc en fait, le titre de l'article de Quantum Magazine est assez misleading et assez trompeur, puisque non, l'IA n'arrive pas à prédire les systèmes chaotiques, puisque les systèmes chaotiques ont quelque chose de vraiment assez fondamentalement imprévisible. Notamment, le principe du chaos, c'est justement qu'une imprécision dans les données observées fait que le futur est fondamentalement imprévisible à partir d'un certain temps, peu importe le niveau d'intelligence que l'on a, si les données ne sont pas suffisamment précises. Et dans un système chaotique, une toute petite erreur dans une mesure, même de 1%, peut causer des changements de comportement radicaux. Et donc même une IA n'est pas capable de faire quelques prédictions que ce soit. Cependant, ce qui a été réussi et ce dont parle l'article de Quantum Magazine, ce sont des prédictions à plus long terme que ce que d'autres méthodes plus classiques qui suivent par exemple les principes de la physique arrivent à faire. Donc, typiquement, quand on parle de système chaotique, on aime avoir une unité de temps qu'on appelle le temps de Lyapunov, qui correspond au temps à partir duquel, en gros en ordre de grandeur, le système deviendra complètement imprévisible. Et généralement, atteindre le temps de Lyapunov en termes de prédiction assez fiable, c'est déjà un problème très difficile. Et ces IA, certaines IA dans certains problèmes ont réussi à atteindre plusieurs fois, à faire des prédictions à plusieurs temps de Lyapunov. Mais bon, ce sera jamais à plus de 100 temps de Lyapunov et ce sera clairement jamais à plus d'1 milliard de fois le temps de Lyapunov. C'est mathématiquement impossible de faire plus de précision. C'est quand même bon de rappeler qu'une intelligence artificielle, même une super intelligence, c'est pas non plus un truc qui sait tout, c'est pas du tout quelque chose d'omniscient, ça reste quelque chose qui raisonne à partir de données pour faire des prédictions. C'est juste que ce calcul-là est bien mieux fait que ce qu'on sait faire nous, mais ça ne reste que ce genre de calcul que saura faire une intelligence artificielle, et en particulier elle sera limitée par les données auxquelles elle pourra avoir accès. Donc vous ne pouvez pas faire de bonnes prédictions, vous ne pouvez pas être intelligent si vous n'avez pas des données pour vous devenir intelligent. Et puis tant qu'à parler des limites des IA du futur, les IA du futur seront également nécessairement limitées par les limites de puissance de calcul. En particulier, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de la complexité algorithmique qui étudie ce qui ne peut pas être résolu en temps raisonnable, en l'âge de l'univers, disons. Et notamment, il y a des problèmes de cryptographie qui ne sont pas résolubles a priori en un temps plus grand que l'âge de l'univers. Et ces IA ne seront pas capables de casser les codes de cryptographie pour cette raison. À moins d'utiliser un ordinateur quantique. Là, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite avec String Theory, où notamment j'ai parlé un tout petit peu de cryptographie post-quantique. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur l'apprentissage par renforcement et du coup comment les IA d'aujourd'hui acquièrent une fonction objectif. Dans les prochaines vidéos, on parlera beaucoup de cette fonction objectif et de comment la concevoir notamment. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci au tipeur pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Si Dieu n'existe pas, non, tout n'est pas permis, tout n'est pas moralement permis. Il n'est pas moralement permis de tuer quelqu'un comme ça juste pour rire, que Dieu existe ou non, pour nous punir de l'avoir fait. Ben, c'est pas faux, mais du coup quand même, vaut mieux croire que Dieu est là pour nous punir, au moins ça force à être moral. Eh bien en fait, je dirais plutôt que ça nous empêche d'être immoral, et c'est pas tout à fait la même chose. Et en fait, on pourrait même montrer que ça nous empêche aussi d'être moral. Reinforcement learning, you have states, actions and rewards. It's really based on these three principal components, and it's the agents. So the system is in one state, then it has several possible actions. The consequence of an action is a change of state or staying in the same state, and eventually a reward or not, or a punition, like a positive reward, a negative reward, or zero reward. And then it just does another action again in the new states, and it just repeats that. And the goal of the agent is to maximize the reward, so to take the sequence of action that maximizes its reward over time.